Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition spéciale. Et tout d'abord donc le silence d'une Europe en deuil. À midi, des centaines de millions d'Européens se sont tus pendant 3 minutes. Un fait sans précédent dans l'histoire de l'Union. Un moment de recueillement observé partout en France en mémoire des victimes. De l'Élysée à Matignon en passant par les entreprises et les écoles. Les Français ont exprimé leur douleur et leur solidarité dans un silence impressionnant. Merci. L'activité peut reprendre. Toute l'Europe s'est donc figée durant 3 minutes. Sur tout le vieux continent, les cloches des églises ont sonné le glas. Toute une population encore sous le choc des effroyables images diffusées depuis mardi. De Londres à Bucarest, de Stockholm à Rome, l'Europe entière, en passant par Bruxelles, a exprimé sa solidarité avec l'Amérique. Le bilan risque bien sûr encore de s'alourdir, mais 3 jours après la plus grave attaque terroriste de l'histoire, au moins 5000 personnes sont mortes ou portées disparues dans les décombres du Pentagone et des tours jumelles de Manhattan. Dans une ambiance cauchemardesque, les secouristes poursuivent inlassablement leurs recherches. Un travail de plus en plus difficile. Laurent Béon. I think it's someone down there, man, because I hear noises. Hold on a second. Hello? Is anyone there? Hello? Anyone there? Maybe it was just the sand. What do you think, Johnny? I don't know. Nothing. This is freaking insanity, man. This thing is gonna crumble on us and we're gonna be so freaking dead. Entre 200 et 350 pompiers auraient péri dans l'effondrement des Twin Towers. Souvent soldats du feu de père en fils, les pompiers new-yorkais n'ont jamais connu telle hécatombe. Et pourtant, malgré la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Manhattan, les relèves se succèdent, les travaux continuent, les secours gardent espoir. Ça va refroidir la couche supérieure des gravats. Sans la pluie, les gravats fonctionnent comme un couvercle et le feu continue de couver. Si vous connaissez les feux de forêt que nous combattons régulièrement, eh ben, l'effet est à peu près le même. L'eau qui éteint le feu, l'eau qui nourrit aussi d'éventuels survivants. Certains pourraient s'être réfugiés dans des tunnels de service qui relient entre eux les 6 bâtiments du Trade Center. Mais de survivants sortis des décombres 3 jours après la catastrophe, il n'y en a eu que 9. Parmi eux, ces 5 pompiers dont le sauvetage hier a regonflé le moral des troupes. Faux espoir, ces hommes sont tombés dans une crevasse le matin même, 48 heures après le drame.
Rudolph Giuliani, le maire de New York, se veut malgré tout rassurant. Il y a toujours un fort espoir de retrouver des survivants, de trouver des gens et de les sauver. Un message officiel qu'attendaient sans doute les familles. Après 3 jours d'un silence angoissé, elles laissent enfin exploser leur douleur. Personne ne peut comprendre ce qui s'est passé ici, personne. Il était dans la tour numéro 2, au 92e étage. Nous étions en train de lui parler quand il a vu l'avion arriver. Et je n'ai plus de ses nouvelles depuis. Il faut que nous le retrouvions, c'est mon seul enfant. Si je trouve un corps, je veux juste trouver quelque chose. Je veux savoir, même s'il est mort, je serai rassurée. Uniquement dans les Twin Towers, on reste sans nouvelles de près de 5000 personnes ce soir. Le maire de New York aurait commandé 6000 sacs mortuaires. L'Amérique compte également ses morts à Washington. Au Pentagone, le siège du ministère de la Défense, les recherches se poursuivent. 70 corps ont été désormais retirés des décombres. 126 personnes sont toujours portées disparues. Ajoutées aux 64 victimes à bord de l'avion détourné, cela porte le bilan à environ 200 morts pour la capitale des États-Unis. De leur côté, les enquêteurs du FBI continuent d'explorer des milliers de pistes pour tenter d'identifier les auteurs et les commanditaires. Plus de 7000 agents fédéraux sont sur le pied de guerre. Une gigantesque enquête qui dépasse largement les frontières américaines, puisqu'aujourd'hui des arrestations ont eu lieu en Allemagne et même aux Philippines. Aux États-Unis, où la psychose de nouveaux attentats grandit, plusieurs suspects ont été interpellés dans les aéroports new-yorkais. Emmanuel Gagné. Dans un pays à cran, les fausses alertes se multiplient. Hier, plusieurs arrestations dans les aéroports new-yorkais. Ce jeune homme et d'autres auraient été sur le point de commettre un attentat, information erronée relayée par la rumeur. Dans ce climat électrique, l'information progresse. Le FBI sait désormais que les kamikazes étaient au nombre de 19. 7 étaient des pilotes confirmés. Certains auraient été formés aux États-Unis dans des écoles de pilotage privées, sur la côte Est ou en Floride. Cet instructeur américain est écœuré. Sans le savoir, il a contribué à l'entraînement de plusieurs kamikazes. Ici, nous avons transmis notre expertise à la Ligue de l'Humanité. Le fichier de cette école de pilotage le prouve. Mohamed Atta, l'un des terroristes présumés, est passé par là. Sur sa nationalité, les informations divergent. Originaire des Émirats Arabes Unis selon certains, égyptien pour d'autres. Aux États-Unis, Atta était accompagné d'un deuxième homme, Marwan al-Shehi, un Émirati. Avant leur mission meurtrière sur le sol américain, les deux hommes ont séjourné à Hambourg, inscrits comme étudiants dans cette université technique. Atta et al-Shehi auraient vécu dans cet immeuble en compagnie d'un troisième terroriste. La police allemande a perquisitionné plusieurs appartements et arrêté 2 personnes. Relâchés, faute de preuves. Pas de suspect, mais une certitude, l'Allemagne a servi de base logistique. Il y a aussi d'autres traces des terroristes, et pas seulement ici à Hambourg, mais aussi dans d'autres lieux où plusieurs kamikazes ont séjourné. Une enquête qui rebondit aux Philippines. Le 8 septembre, 3 hommes originaires d'Oman ont été arrêtés, soupçonnés de filmer l'ambassade américaine. Soupçons infondés, ils ont été relâchés. 3 jours après, l'un d'eux aurait pris part aux attentats américains. À Manille aujourd'hui, un homme a été arrêté. Il s'agirait de Mohamed Boukhari, un pilote de ligne d'une compagnie saoudienne, présenté comme le frère d'un des kamikazes. Êtes-vous le frère? Pas de réponse. Les policiers devront vérifier l'information. Et puis il y a ce message d'alerte. Un communiqué du département d'État envoyé à toutes les ambassades. Il est daté du 7 septembre, soit 4 jours avant la catastrophe. On peut y lire: d'après une information que nous avons reçue en mai 2001, les citoyens américains pourraient être la cible d'une menace terroriste de la part de groupes extrémistes liés à l'organisation d'Oussama Ben Laden. Suivent ensuite une série de recommandations de prudence, des recommandations que les autorités américaines n'ont pas appliquées sur leur territoire.
George Bush est attendu ce soir à New York où le président américain doit se rendre sur les lieux de la tragédie. Ce sera la première visite à Manhattan de George Bush depuis mardi. Le président des États-Unis qui en cette journée de deuil national a assisté, vous le voyez à Washington, à un office religieux en hommage aux milliers de victimes. Et en direct de New York, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Pitt. Il est 13h30 à New York. George Bush doit bientôt arriver, mais certains Américains estiment que cette visite est un petit peu trop tardive. Oui, bien sûr. Quand on demande aux New-Yorkais quand George Bush aurait dû venir, leur réponse est claire. Il aurait dû venir le jour même de la catastrophe. Il l'attendait, il le souhaitait, il n'est pas venu. Mais ce retard est aussi facilement excusé. Un chauffeur de taxi nous a expliqué que George Bush avait beaucoup de travail, qu'il comprenait ce retard. En fait, les Américains sont aujourd'hui dans un autre état d'esprit. Ils sont dans l'état d'esprit de l'alliance sacrée, de l'union sacrée, et tout le monde est derrière George Bush. Tous les hommes politiques, tout le peuple, et on le voit à travers des démonstrations de patriotisme. Quand on se promène dans les rues de New York, on voit beaucoup plus de bannières étoilées qu'il y a quelques mois ou quelques jours. Les bannières étoilées sont sur les voitures de police, sur les voitures privées, même sur les vélos, sur des fenêtres. Les gens ici ont besoin d'affirmer leur patriotisme. On voit également ce souci d'union dans la messe à laquelle a assisté George Bush. Les anciens présidents américains étaient à côté de lui. Toutes les chaînes de télévision, de nombreuses chaînes de télévision américaines retransmettaient cette messe. Et il y avait également les représentants de toutes les religions, également un représentant de l'islam qui a commencé, qui a eu une bonne place dans cette messe. Merci Jean-Marc Pitt en direct de New York. Chaque jour, de nouvelles images et de nouveaux témoignages des rescapés nous parviennent des États-Unis. Après le premier impact dans la tour du World Trade Center, la plupart des salariés qui se trouvaient dans leur bureau n'ont en fait pas du tout réalisé le drame qui se jouait. Mais une heure plus tard, l'immeuble s'effondrait. Des minutes de doute, d'angoisse et d'enfer. Claire Perdry. La journée commence, banale a priori. 11 septembre, 8h45 à Manhattan. Soudain, le choc. Un premier avion percute le World Trade Center. Le plus célèbre building du monde est en feu. À l'intérieur, des milliers de personnes sont déjà au travail. Elles ne réalisent pas encore l'ampleur du drame. Ces photos, dévoilées pour la première fois, sont prises quelques minutes seulement après le premier crash. Le photographe sortira indemne. Les employés se dirigent dans le calme vers les étages inférieurs. Mais les couloirs sont étroits et les pompiers arrivent, l'angoisse monte. Par les fenêtres, certains appellent déjà au secours. Ils sont pris au piège. Ceux qui s'en sortiront sont des miraculés. J'ai vu les débris, les morceaux de l'avion et puis les gens. Ils tombaient par les fenêtres. Et puis je me souviens, quand on est descendu, je regardais dans l'escalier. Les issues de secours étaient bloquées, on regardait partout. Et puis on a essayé d'avancer. Les gens disaient des choses comme des prières. Oui, des prières. La 22e compagnie de New York sont les hommes les plus courageux que j'ai vus de toute ma vie. Tous, ils y allaient. Ils montaient les escaliers, je me souviens encore de leur visage. C'était comme s'ils avaient tous les yeux bleus. Je me souviens de ça. Aucun d'eux n'avait l'air effrayé, aucun d'eux. Une femme est au 79e étage. Quelques minutes après le crash, elle appelle sa famille. Tout autour d'elle était condamné, c'est ce qu'a dit ma mère. Les portes, les toilettes, tout était en feu. Mais la dernière chose qu'elle a dit à ma sœur, c'est qu'elle allait s'en sortir et qu'elle nous appellerait dès qu'elle serait descendue. On attend encore qu'elle nous rappelle. Beaucoup n'auront pas eu le temps d'échapper à l'enfer. 18 minutes après le premier crash, un autre avion percute la deuxième tour. Une heure plus tard, il ne restera des deux bâtiments que des gravailles de la poussière. Le World Trade Center s'est effondré sur plusieurs milliers de victimes.
Parmi la population américaine, c'est toujours l'union sacrée. Le pays fait bloc derrière son président, George Bush, qui a d'ailleurs qualifié ces attentats de première guerre du XXIe siècle. Dans leur majorité, les Américains sont favorables à une riposte armée. Le Sénat, à l'unanimité, lui a autorisé le président à recourir à la force. Et comme en 91 pour la guerre du Golfe, eh bien, près de 50 000 réservistes vont être mobilisés. Christelle Mirel. Je m'engage solennellement à soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis. Ces jeunes font désormais partie de l'armée américaine. Ils ont prêté serment hier à Los Angeles. Ils sont encore au lycée, mais après le choc des attentats, leur décision est prise. Je veux m'engager et faire quelque chose pour aider la patrie et empêcher que cela n'arrive une nouvelle fois. Je suis daltonien, alors je ne peux pas me battre et tuer ceux qui ont fait ça. Mais je peux faire un travail administratif, quelque chose comme ça. C'est ce que je veux faire. Et les nouvelles recrues se comptent déjà par centaines. À Los Angeles, comme partout aux États-Unis, de nombreux jeunes veulent rejoindre les forces armées. Nous pouvons tous être fiers de ce patriotisme qui s'accroît que nous voyons à travers la nation. Et cette vague de patriotisme submerge tout le pays. Le Congrès a appelé les Américains à déployer le drapeau en signe de solidarité. En 2 jours, des centaines de milliers de drapeaux ont été vendus. Ils sont arborés partout, sur les maisons, les bus, les voitures. Face au drame qui touche l'Amérique en plein cœur, fini les batailles politiques. Bill Clinton appelle les Américains à faire bloc autour du président Bush. Je ne suis pas président. Je suis un citoyen, mais je vais soutenir le président. Et j'appelle chaque Américain à faire pareil. Nous devons être prêts à payer le prix de cette bataille face à un terrible adversaire. Nous devons tous rester soudés. Et le pays se prépare à une riposte armée. Le président George Bush a autorisé le Pentagone à faire appel à 50 000 réservistes. Sans attendre, 35 000 d'entre eux ont été rappelés pour entrer en guerre contre le terrorisme. Les avions kamikazes ont surpris le monde entier. Pourtant, depuis plusieurs années, l'utilisation d'appareils civils transformés en véritables bombes avait été envisagée par les terroristes. Des actions redoutables que craignaient d'ailleurs il y a déjà 30 ans les Israéliens. Patrick Esther, Clément Veyrenan. 1972. Le président libyen Kadhafi vient de créer sa compagnie aérienne. Les équipages sont d'anciens pilotes d'Air France. Aux commandes ce jour-là, le commandant Hanoto. Le Boeing 727 qui vient d'Égypte s'égare au-dessus du désert du Sinaï. Les Israéliens pensent qu'il a été détourné. Leurs chasseurs abattent l'appareil. 111 morts, des passagers égyptiens pour la plupart. Aujourd'hui, Igal Karmon, ex-colonel des renseignements militaires israéliens qui avait supervisé l'enquête, raconte et explique pourquoi l'armée de l'air avait décidé d'abattre l'appareil. Pendant 10 minutes, les avions de chasse israéliens ont tenté de rentrer en contact radio avec lui. Il n'a pas répondu. Ils se sont mis à côté de l'avion, à la hauteur du cockpit. On a fait signe de la main au pilote qu'il fallait qu'il se pose. Il n'a pas répondu. Nous avons eu très peur qu'il arrive jusqu'à Beersheva ou Tel Aviv et qu'il se crache sur la ville. Nous n'avions pas le choix, alors nous l'avons abattu au-dessus du Sinaï. Le premier vol suicide qui a véritablement failli s'écraser sur une ville, Paris, c'est l'Airbus d'Air France détourné à Alger le 26 décembre 1994. Par miracle, l'Airbus qui n'avait pas assez de kérosène pour aller jusqu'à la capitale a dû se poser à Marseille, où le GIGN est intervenu. Si l'avion avait continué son vol, il aurait dû être abattu, lui aussi. Je préfère ne pas être à la place du chef d'État, qui aurait décidé que finalement on doit abattre un avion, mais le cas échéant, cette décision doit être prise. Parce qu'on a le choix entre la mort de quelques dizaines de personnes ou 100 personnes et puis un clash sur une grande ville, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. L'année suivante, en 1995, à Manille, aux Philippines, la police avait déjà arrêté un homme, Abdul Mourad, impliqué dans le premier attentat contre le World Trade Center. Dans les mémoires de son ordinateur, la police avait trouvé la preuve que l'homme était pilote professionnel. Mon sentiment, c'est que Ben Laden recrutait des pilotes déjà depuis 1995 et que Mourad avait été recruté comme pilote suicide, qu'il était prêt à réaliser une mission kamikaze avec un avion. Il faut savoir que tous ces pilotes, recrutés par Ben Laden, étaient en outre formés à l'utilisation des explosifs.
À Manille, décidément plaque tournante de nombreux commandos suicides dans les couloirs du NBI. Correspondant d'Interpol, l'avis de recherche de Ben Laden était placardé depuis longtemps. Les Philippins avaient même découvert un projet terrifiant, baptisé Bojinka, prévoyant de faire exploser 11 avions de ligne à destination des États-Unis. En fait, Patrick Esther, il se confirme que parmi les kamikazes qui se sont crashés mardi, il y avait plusieurs pilotes très expérimentés. Hein. Oui, c'est ce que confirme d'ailleurs ce soir le FBI, qui affirme que sur les 19 pilotes de l'air, eh bien 7 au minimum étaient des pilotes confirmés. Alors en regardant d'ailleurs les enregistrements radars des trajectoires de ces avions détournés, les experts avaient déjà compris bien sûr qu'il fallait que les pilotes soient capables de naviguer, puisqu'ils ont piloté pendant plusieurs centaines de kilomètres, en faisant descendre les avions d'un niveau qui était aux environs de 10 000 mètres, avec une chute rapide, si vous voulez, jusqu'à 350 mètres, donc des experts quand même du maniement. En l'occurrence, il paraissait relativement peu possible que seuls des pilotes de ULM, si vous voulez, aient pu réaliser des percussions dans les tours de cette précision. Et on voit bien que le second appareil s'est incliné très fortement. Or, les experts, en regardant bien les images, ont pu voir que les avions n'avaient pas les volets sortis, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont percuté à grande vitesse, et là encore, pour pouvoir réaliser un virage de cette importance à grande vitesse après une descente rapide, il fallait un expert. Alors, ces pilotes ont reçu une formation en Floride, mais est-ce que cette formation était suffisante néanmoins pour mener de telles actions ? Eh bien, effectivement, Louis, on peut commencer à douter du fait que simplement des pilotes de Piper Cub soient capables de faire ça. Alors, quand on regarde un petit peu, si vous voulez, les informations qui viennent d'autre part, on s'aperçoit qu'un quotidien arabe édité à Londres a précisé que des commandos auraient été entraînés en Afghanistan sur des avions de la compagnie Ariana. Alors, la compagnie Ariana, c'est la compagnie afghane qui a été interdite de vol par l'ONU et dont les avions étaient condamnés à des vols intérieurs. Alors, sur une base aérienne qui se trouvait à l'ouest de Kaboul, on sait que au minimum 14 fanatiques ont été entraînés au pilotage de Boeing 727, des Boeing 727 d'ailleurs en très mauvais état. 2 avaient été revendus d'occasion par Air France il y a déjà très longtemps. On sait que 7 au minimum de ces fanatiques parlaient parfaitement l'anglais, on sait qu'ils avaient pour certains des passeports européens et que les 14 hommes ont quitté donc l'Afghanistan il y a un an. Peut-être étaient-ils aux commandes des appareils qui se sont crashés. Merci Patrick Esther. Ce n'est pas encore officiel, mais tout porte à croire ce soir que le commandant Massoud est mort. Plusieurs sources confirment d'ailleurs ce décès. Le chef militaire de l'opposition afghane avait été très grièvement blessé par l'explosion d'une caméra piégée dimanche dernier. Et ce n'était pas un acte isolé. Le lien est désormais établi entre cet attentat et ceux commis donc 48 heures plus tard à New York et à Washington. L'insaisissable Oussama Ben Laden, recherché depuis des années par tous les services secrets, a donc vu s'effondrer les symboles d'une Amérique à qui il a déclaré la guerre. À la tête d'une véritable internationale terroriste, Ben Laden dispose d'une immense fortune et de milliers de fidèles, un réseau implanté dans de très nombreux pays et qui s'est étendu au fil de l'histoire. Joël Hazard. Quelque part en Afghanistan, les hommes de main de Ben Laden, capturés par les partisans du commandant Massoud, afghans, arabes, asiatiques, une légion de fanatiques formée pour la guerre sainte. L'Afghanistan sera une base pour nous, pour que nos réseaux agissent dans le monde entier, dans tout l'Occident, en Afrique du Nord et dans d'autres pays, comme les Philippines. C'est la guerre froide qui a contribué à forger des générations de terroristes islamistes afghans, pakistanais, algériens, utilisés par la CIA pour déloger l'occupant soviétique d'Afghanistan. Les États-Unis soufflent sur l'islam pour contrer l'influence de Moscou. Qui tient les mosquées tient le pays. Avec les guerres du Proche-Orient, le sous-développement, le fanatisme religieux se répand. Les régimes arabes modérés, accusés d'être inféodés à l'Occident, composent avec un intégrisme virulent. La guerre du Golfe va fanatiser un certain nombre de mouvements islamistes. Les alliés de Ben Laden accusent les régimes saoudiens d'avoir profané la terre sainte du prophète en accueillant les troupes américaines. Le terrorisme se répand comme une traînée de poudre du Moyen-Orient, au Maghreb, en Asie. 19 morts, 386 blessés américains dans l'explosion d'un camion-citerne devant une base à Daran. En Égypte, la Jama Islamiyya multiplie les attentats comme à Luxor, 60 morts dans l'attaque d'un car de touristes. Ici aussi, c'est Oussama Ben Laden qui finance l'opération. Le milliardaire terroriste n'a pas de mal à recruter des partisans chez les Moudjahidines ou les Fédayines.
car la paix marque le pas au Proche-Orient. La bataille pour Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens galvanise la djihad, la guerre sainte, relance le terrorisme. Et la violence du cycle, attentats, représailles, contamine toute la région. Paul Balta, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été longtemps journaliste au Monde, vous venez de publier ce livre, Idées reçues sur l'islam. Est-ce que l'on peut parler, comme certains l'affirment ces jours-ci, d'une nouvelle guerre de civilisation? C'est notamment la thèse du célèbre politologue américain Samuel Huntington. Vous êtes d'accord, vous, avec cette notion de guerre de culture? Non, parce que, à mon avis, il y a tout de même, en tout cas par exemple en Méditerranée, malgré le conflit israélo-arabe, nous avons énormément de points en commun, même avec le monde arabe et le monde arabo-musulman. Cela étant, il est incontestable que les islamistes et les partisans de Ben Laden veulent faire de leur action une guerre contre l'Occident. Et une guerre, mais aussi, à la limite, contre les musulmans pacifiques. Et je crois qu'il faut se défendre de cela. Attention à l'amalgame, c'est ce que vous dites ce soir. Absolument. Et je dirais que autant je suis solidaire des souffrances du peuple américain, autant pour avoir couvert depuis 1979 la révolution iranienne et les événements de la région, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas solidaire des erreurs commises par leurs gouvernants. Justement, il faut remonter à la révolution iranienne, à la guerre du Golfe pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce que reprochent à l'Occident et en particulier aux États-Unis les pays qui peuvent soutenir ces réseaux terroristes. Bien, écoutez, c'est tout de même les États-Unis qui ont soutenu Zia-ul-Haq, le général qui a introduit la charia au Pakistan. Ce sont eux qui ont donné le feu vert au retour de Khomeini en Iran et ce sont eux qui ont tout de même soutenu les talibans et Ben Laden au début. Et c'est la CIA qui a formé la guérilla des talibans et ce qu'on appelle l'internationale islamiste, donc des tas de jeunes qui venaient d'Algérie, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, etc., qu'on appelle les Afghans, entre guillemets, et qui ont été formés par eux. Et on retrouve certains d'entre eux à la tête du groupe islamique armé en Algérie. Ce soir, les États-Unis et l'OTAN réfléchissent à l'éventualité d'une riposte. Sur qui, concrètement, les Américains et leurs alliés peuvent s'appuyer pour mener ces actions? Sur le Pakistan, sur l'Arabie Saoudite, qui pourtant joue le double jeu? Eh bien, c'est là qu'il y a une ambiguïté, parce qu'après tout, les Saoudiens ont tout de même financé, il faut bien le dire, un certain nombre de mouvements islamistes. Ils sont parmi les très rares pays à avoir reconnu les talibans et à les soutenir. Donc il y a là toute une ambiguïté. Il n'en demeure pas moins que la plupart des pays arabes, même s'ils se sentent frustrés par rapport aux États-Unis, ne peuvent pas admettre ce qui s'est passé. Ce n'est absolument pas coranique, ça ne correspond pas du tout à l'enseignement de l'islam. Cela étant, il faut voir aussi que depuis quelques années, une grande rancœur s'accumule dans le monde arabe. Si vous voulez, le problème palestinien n'est toujours pas réglé, malgré les résolutions de l'ONU. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'en Irak, il y a les bombardements et qu'ils ont fait, d'après l'Organisation mondiale de la santé, près d'1,5 million de morts, dont 500 000 enfants de moins de 5 ans. Merci Paul Balta d'avoir accepté notre invitation. Merci. Une situation internationale qui inquiète le monde politique français. Cet après-midi à l'Assemblée s'est tenue une réunion exceptionnelle des commissions et des affaires étrangères et de la défense, avec pour thème unique donc évidemment les attentats et la question des représailles. Les députés sont solidaires des États-Unis, mais l'organisation de la riposte en revanche ne fait pas l'unanimité. Reportage Michel Lemerle. Des parlementaires français unanimes pour rendre hommage aux victimes des attentats, mais après, le temps de l'émotion pointe le temps de l'action et c'est sur ce terrain qu'apparaissent plus que des nuances. La riposte contre les terroristes est nécessaire et il faut s'y associer, dit-on sur tous les bancs, oui, mais pas dans n'importe quelle condition, ajoute-t-on aussitôt dans les rangs de la gauche. Il ne faut pas se tromper de cible et il faut que la France, tout en assurant sa solidarité totale avec les Américains, garde sa libre appréciation comme l'Union européenne. Ne cédons ni à la simplification, ni à l'amalgame. L'islam ne peut et ne doit être confondu avec le terrorisme. Et le RPR, tout compte fait, n'est pas si éloigné de cette position, même s'il fait référence à un président de la République qui notait hier que la France, au moment de frapper, serait totalement solidaire des Américains. Il faut tout faire pour éviter que ce soit un choc de civilisation.
Et il ne faut pas confondre les fanatiques terroristes avec les groupes religieux ou nationaux dont ils sont issus. Ne globalisons pas cette lutte contre le terrorisme en la transformant en une lutte contre des peuples tout entiers. C'est finalement du côté des libéraux qu'on sent la plus forte volonté de coller, sans réserve majeure, à l'allié américain, sur le thème « La solidarité du cœur doit clairement déboucher sur une solidarité de l'action ». Je crois qu'à l'heure actuelle, ce serait une erreur à la fois politique et humaine de manifester vis-à-vis des États-Unis et des mesures à prendre une attitude de restriction ou de contestation. On va donc, dans les semaines à venir, retrouver pour l'essentiel les clivages apparus lors de l'intervention au Kosovo. Alors nous venons d'entendre les réactions françaises. François Poulet-Matisse, est-ce que les Européens sont vraiment prêts à suivre les États-Unis dans cette éventuelle riposte ? Les Européens sont prêts pour une riposte dure, mais ils sont prêts pour une riposte adaptée. Ils considèrent qu'on n'est pas dans le cadre de la guerre du Golfe. Et donc l'OTAN a elle-même considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire des préparations de plans d'invasion, par exemple de l'Afghanistan. Les Européens d'ailleurs font valoir qu'une guerre disproportionnée avec des ennemis qui ne sont pas encore nommés risque de ramener d'une certaine manière le terrorisme à l'intérieur même de l'Europe. Donc face à cela, il faut une réponse adaptée, une réponse nouvelle et originale. Les Européens font en particulier valoir que l'ennemi qui est à chasser n'est pas seulement dans les camps d'entraînement d'Afghanistan, mais il est aussi dans les banlieues de Londres, de New York, de Paris. C'est donc là aussi qu'il faut le pourchasser. D'où l'idée d'une opération coordonnée à la fois sur le terrain à l'extérieur, là où effectivement il y a des terroristes qui s'entraînent, mais aussi dans les capitales européennes pour éradiquer le terrorisme. Et à ce propos, on peut considérer que mardi, les Européens ont peut-être enfin compris qu'il était temps d'imaginer une police en commun. François Poulet-Matisse, merci. Après 3 jours d'arrêt total, le trafic aérien international vers les États-Unis a repris. Un très lent retour à la normale. À l'aéroport de Roissy, par exemple, 3 vols transatlantiques ont enfin décollé aujourd'hui pour le plus grand soulagement des touristes américains qui ont vécu le drame loin de chez eux. Le reportage de Didier Brignan et Jean-Pierre Ekman. File d'attente interminable devant le comptoir de Delta Airlines, un vol pour Atlanta, les premiers passagers à embarquer pour les États-Unis. Seules les compagnies aériennes américaines ont pu faire partir quelques avions à destination d'Atlanta ou encore Houston. Les 3 aéroports de New York restent toujours fermés. Du coup, Air France a dû annuler ses 28 vols. Les traits tirés, des centaines de passagers tentent quand même leur chance. J'essaye de trouver un vol retour pour les États-Unis, mais le trafic aérien est bloqué aux USA. On ne peut toujours pas partir avec Air France, donc je vais essayer avec Delta Airlines. On essaye de rentrer, mais c'est dur. Le premier avion qui part, on le prend. Mais les petits soucis vont s'effacer devant le recueillement. Dans l'après-midi, Air France annonce des mesures de sécurité renforcées. Désormais, des agents en civil spécialement entraînés accompagneront les vols sensibles. Le contrôle de l'accès à bord sera accentué et tous les couteaux interdits dans les cabines. Un message fort à destination des passagers, alors que l'inquiétude n'a jamais été aussi grande. Et malgré l'annulation de nombreuses manifestations ce week-end, la superproduction d'Aïda de Verdi est maintenue ce soir au Stade de France à Saint-Denis. 78 000 spectateurs sont attendus. De nombreux policiers et gendarmes sont sur place dans le cadre bien sûr du plan Vigipirate. L'enceinte du Stade de France a été entièrement fouillée pour éviter tout risque d'attentat. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Le dernier journal le soir 3 aux alentours de 22h25, présenté par Jean-Sébastien Fernandez. Très bonne soirée et à demain.